Bonjour Georges, comment vas-tu Bonjour aujourd'hui? Pierrot, bonjour à tous. Bonjour. Alors, pour ceux, j'ai Mmh. vu, qui se posent la question, et je vais partager tout de suite, puisque certains se disent, mais que s'est-il passé? Pourquoi la vidéo de Todd n'est pas sortie hier? Ben, en fait, elle a pris un peu plus de temps que prévu, mais elle sort aujourd'hui et je vais vous montrer en avant-première. Voilà la vignette. Ah, c'est bien sûr, voilà, qui aura tout à l'heure, donc juste après la matinale et donc elle sera diffusée à partir de 16h-17h aujourd'hui et donc ça envoie beaucoup de lourd. Peut-être un commentaire là-dessus, Georges, mais franchement, ça vaut le détour. Eh oui, on a quelques problèmes liés à la croissance, mais ça va sortir. Ça va être très, très bien. Il y en a une petite discussion, comme on a quelques discussions sur les modes de diffusion. Tout à fait, exactement. Ce qui est Et sûr, il y avait une proposition de titre, avec la musique de Wagner, c'était «Crépuscule d'une nation», hein, voilà, en ouais. crépuscule des dieux. Alors moi j'avais, l'Allemagne au pied du mur, mais ça n'a pas été retenu. Voilà. Ah oui, c'est très bien l'Allemagne au pied du mur. Tout à fait. À nouveau, non, c'était l'Allemagne à nouveau au pied du mur ou face à un mur, je sais plus ce que j'ai. Bref. Ce qui est sûr, c'est que voilà, ça en franchement et en plus, on a corrigé tous les défauts que vous aviez remontés lors de la première vidéo, du décor, de l'éclairage et cetera. Donc franchement, c'est du travail d'orfèvre et je pense que ça va vous plaire. Alors oui, alors Galicie, Georges, il va falloir un moment parce que Galicie nous réclame depuis plusieurs, jours et donc j'estime que c'est un sujet pour toi. Il y a quelqu'un qui voudrait qu'on fasse un retour sur la Serbie. Parce qu'il y a des choses qui se passent en Serbie, mais ça, j'estime que c'est ton domaine régalien. Donc moi, je ne m'exprime pas sur la Serbie. Mais ce qui est sûr, c'est que on a d'autres sujets et moi, j'aimerais commencer par un sujet un peu, surprise pour toi, Georges, qui va te plaire. Alors c'est pas le sujet, que tu m'avais donné en premier, mais tu vas comprendre pourquoi et tout de suite tu vas reconnaître et tu vas te dire: «Pourquoi je montre ça?» Et voilà. Alors, tu vois, il y a une belle image, une belle image de propagande. J'en ai sélectionné quelques-unes, tu vois? Et c'est marrant. Alors attends, je passe peut-être trop vite. Donc des images de propagande, donc généralement propagande qui avait été faite pas par les amis des Français, ni, les amis de la liberté. Et donc, tous ces cette propagande, c'est pour dire quoi? Alors, vous voyez? Et Georges va savoir de quoi je veux parler. Alors celle-là, elle me fait, je pense elle résonne aujourd'hui encore mieux. Europe unie, gage de paix. Et tout ça pour dire qu'il y avait un article il y a un article qui est publié dans Politico, donc complètement je sais pas, franchement, à ce niveau de propagande, je crois qu'on peut, on pourrait même distribuer des prix. Où donc un responsable des services, d'intelligence, donc service secret danois, dit que la Russie peut démarrer une guerre majeure en Europe. Tout ça en oubliant qu'il y a 2 nations nucléaires quand même en Europe. Je dis ça, je dis rien, même si, l'Angleterre n'est pas dans l'UE, elle est quand même dans l'OTAN et dans l'Europe et que tout ça partirait du principe que les États-Unis auraient lâché, mais on a quand même 2 pays qui ont l'arme nucléaire. Bon, mais selon, les Danois, il y a le danger russe et c'est pour ça que je vous ai montré ces images de propagande, en particulier qui étaient aussi grotesques à l'époque et qui sont aussi grotesques aujourd'hui. Mais apparemment, c'est pas grotesque pour les services secrets danois. Donc Georges, dis-moi ce que tu en penses? C'est pas que les services danois. Il y a
quasiment tous les dirigeants européens et les Européens dans l'OTAN, qui courent en rond, comme des fourmis dans lesquelles, dont on a attaqué la fourmilière. Parce que c'est l'état de panique, vu ce que fait Donald Trump, mais je crois qu'on en parle, plus tard, il me semble. Mmh. Et on a cette antienne qui revient, mais qui était déjà, là plusieurs fois depuis un an, présent qui était présente dans les médias, à savoir que la Russie va attaquer, l'Union européenne. Mais il faut rappeler que c'est mixé avec la Russie patine. Alors d'un côté alors hier soir, j'ai regardé LCI, voilà. J'ai regardé LCI. J'ai fait un petit tweet, avec, quelques commentaires sur ce qui était dit. Franchement, c'est totalement délirant, mais ils ont réussi dans une même émission à dire que c'est terrible ce que faisaient les États-Unis et que l'Europe devait se préparer car ils ont parlé de, ces Danois, de ces renseignements danois, qui évoquent, la potentialité d'une guerre majeure, hein, majeure, de la Russie contre, l'Europe. Alors comme a rappelé Pedro, une guerre majeure de la Russie contre l'Europe où il y a la France et la Grande-Bretagne qui ont l'arme nucléaire. Une guerre majeure, c'est une guerre définitive, totale et finale pour tous les pays d'Europe et de la planète. Mais bon, passons sur ce mini détail qui montre l'absurdité de ces propos. Mais en même temps, dans 10-15 minutes après, Michel Goya, le colonel, lance une discussion sur le fait que c'est terrible de ne pas soutenir les Ukrainiens maintenant, car l'armée russe est au bord de la défaite. Donc voilà. Et elle est en même temps au bord de la défaite et en même temps au bord de l'invasion de l'Europe. Bon, on est dans l'hystérie, le delirium tremens permanent en ce moment, en raison de ce que ouais, de ce que fait Trump. Et encore une fois, Trump, nous le croyons, ne fait que d'une manière punk, que d'une manière accélérée, ce qui est dans les cartons depuis très longtemps aux États-Unis concernant l'Union européenne et l'Ukraine. Et puis les pauvres Danois, ils devraient s'occuper de leur Groenland. Puisque là aussi, on a un grand, fantastique, grand écart, parce que après moult rodomontades, la première ministre, en Hollande, elle s'est déjà couchée, par rapport, aux velléités, américaines. Mais pendant ce temps, Emmanuel Macron dit qu'on va envoyer l'armée européenne, je ne sais pas ce qu'est l'armée européenne, au Groenland, voilà. Mais c'est pour ça que je trouve intéressant, de remontrer ces images de propagande, par exemple celle-là quand même, heu, Et Guillaume a raison de poser, la question. Gaël lui répond, ouais, Politico, c'est entre autres financé par USAID évidemment. alors attends, voilà, quand on voit effectivement, cette affiche, donc affiche ancienne, hein, on voit déjà cette logique, l'Europe unie contre quoi? Dans le nuage, la menace rouge soviétique. Et donc cette propagande, elle est déjà inscrite depuis des décennies, heu, dans, comment ça s'appelle? L'ADN européen, si on peut dire ça comme ça. Les gens, bon, quand on va dans les pays baltes, alors c'est encore plus, marquant, ou en Pologne, ils sont convaincus du péril rouge des Russes qui viennent avec des longs couteaux pour, venir, les envahir. Alors que, si on est un peu sérieux, on sait que la Russie souffre de problèmes démographiques importants, parce que quand on veut envahir les autres, il vaut mieux qu'on ait plus de population que moins de population, déjà, de base. Que, bah, aller aussi loin parce qu'ils, par rapport au nombre de population, bah, c'est quand même compliqué. C'est envahir toute l'Europe, c'est pas juste envahir l'Ukraine. Et tout bêtement, comme tu le dis, ils peuvent pas être exsangues à au bord de l'abîme et de la déroute, tout en ayant, derrière, une machine de guerre et une économie de guerre qui va envahir toute l'Europe. C'est vraiment ce grand écart est très impressionnant. Mais moi, j'ai remarqué par hasard, et je t'en parlais l'autre jour, justement,
il y a aussi un changement sémantique du côté d'Hollywood. Alors ça existait déjà, mais après la chute du mur et de l'Union soviétique, les J'allais te Russes l'introduire. Tu sais que Pedro, j'allais t'introduire ça, mais tu fais un tunnel. Mais c'est pas grave, j'allais te l'introduire. J'allais dire et on peut rajouter à cela quelque chose que Pedro a noté qui est très intéressant. À toi, Pedro. voilà, donc en fait, heu, pour ceux qui se souviennent et alors les fans de James Bond s'en souviennent très bien, jusqu'au début des années 90, l'ennemi c'était les Russes. Donc dès qu'il y avait un film, c'était les Russes. Après les années 90, l'ennemi c'était la mafia. Du moins c'était pas les Russes, c'était les Soviétiques, attention, heu, les rouges. Après, c'est devenu la mafia russe, après la chute de l'Union soviétique. C'était les méchants ultimes. C'était plus le gouvernement russe, mais c'était la mafia russe et d'un seul coup maintenant, on est face à un révisionnisme. Alors j'ai regardé une série récemment qui s'appelle Old Men, donc qui parle d'un espion de la CIA et donc ça se situe au moment de l'invasion, par les soviétiques de l'Afghanistan et donc qu'est-ce qui se passe? On ne parle plus des soviétiques, on parle des Russes. D'un seul coup, on est en train de dans les séries et cetera, de faire croire que depuis l'Union soviétique, en fait, c'est toujours les Russes et on gomme totalement, la question, des autres républiques soviétiques et là, c'est là où c'est grave. C'est-à-dire qu'on extrait on sait très bien que dans l'invasion en Afghanistan, il y avait des Ukrainiens, il y avait des Géorgiens, il y avait des pays de l'Union soviétique et d'un seul coup, il n'y a plus que les Russes et donc ce travail de révisionnisme est important parce que justement, c'est pour nous faire croire que les Russes sont et toujours été l'ennemi principal et en gros, on essaye de dédouaner les autres républiques, ex-républiques soviétiques de ce problème-là. Ils n'étaient que soumises à l'empire colonial soviétique, du moins quand on lit les délires et cetera. Mais Georges, peut-être tu as un dernière chose pour dire sur cette question-là, avant qu'on passe justement, sur un tweet que tu as fait par rapport à une révélation et c'est toujours sur l'Ukraine de, que tu avais dit sur Fréquence Populaire. Lequel? Ah, tu ne te souviens Mmh. plus? Voilà, alors je vais partager. Oui, c'est vrai qu'on fait beaucoup de révélations. Donc tu avais prédit que la question de la corruption et en particulier, sur, l'envoi d'aide à l'Ukraine serait un sujet central et que ça serait le prétexte que les Américains trouveraient pour lâcher l'Ukraine en disant: «Ils ont perdu parce qu'ils ont volé l'argent». Je schématise un peu, mais c'est en gros ce que, En tout on cas, c'est une des options qu'ils ont, dans la manche. Les Tout se met, en place, en ce sens-là. Là, on n'a pas pu, en parler encore parce qu'il y a beaucoup trop de sujets, mais hier a été arrêté le responsable du contre-espionnage ukrainien, hein, pas rien quand même, qui aurait donné des informations, à la Russie. Donc on va avoir une construction d'un narratif où, la corruption, jusqu'au sommet de l'État, a fait que l'Ukraine a perdu. Mais que si elle avait suivi les conseils de l'OTAN et spécifiquement des États-Unis. Et s'il n'y a pas eu de corruption, c'est que tous les moyens avaient été alloués. Euh, euh, Ça aurait, euh, l'Ukraine aurait gagné. Voilà, il y aura un narratif idéal dans un contexte où Donald Trump est en train de lâcher les Ukrainiens. Donc Bessent, pardon, le nouveau secrétaire d'État, va à Kiev, d'abord pour négocier l'extraction de terres rares dans les zones où c'est toujours possible. L'Amérique va se payer de cette manière-là, et pas les Européens, évidemment, qui eux auront le passif à régler. Et il va aussi demander des comptes. Donc on est, voilà, c'était assez logique comme mécanisme. Et en termes de corruption, ils vont vraiment avoir de quoi choquer les Américains comme ils le font maintenant avec l'argent qui est dilapidé par USAID pour tout un tas
d'opérations de manipulation à travers la planète. Alors effectivement, tu l'avais bien prédit et par rapport à ça, justement, il y a une autre info sur la guerre en Ukraine qui est, tout juste d'hier, qui est le coup de fil entre Trump et Poutine. Alors dont le Kremlin n'a pas trop s'est pas trop fait écho, mais que Musk et Trump sont fait grand écho. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, et que cette fois-ci, il y a bien eu un appel entre Trump et Poutine. Donc c'est réel, puisqu'en fait, c'est confirmé par les Russes et qui avaient infirmé toutes les déclarations précédentes. Donc, pour rappel, Donald Trump a déclaré que ça avait déjà été fait. Les Russes disaient qu'ils n'étaient pas au courant. Enfin, le porte-parole du Kremlin a dit que lui-même, il y a 2 ou 3 jours, je ne sais pas si vous avez vu, que lui-même n'était pas au courant, mais que peut-être il y avait eu quelque chose, mais n'étant pas au courant, bon, ça lui semblait un peu improbable. Donc en fait, il n'y avait pas eu de première discussion. Et là, c'est la première fois qu'il y a une discussion. Alors la première chose à en dire, c'est enfin, enfin, il y a une discussion au top niveau entre les États-Unis et la Russie, les deux plus grandes puissances nucléaires au monde. C'était une folie qu'il n'y ait plus aucune discussion depuis quasiment 3 ans sous l'administration de Joe Biden entre les deux présidents, car ça met la planète à risque de manière supplémentaire, alors que les choses peuvent se régler et que pour se régler, eh bien, au minimum, il faut se parler. Donc, c'est un b.a-ba de la diplomatie, des relations internationales. Il faut dire, il faut rappeler ce qu'on avait déjà dit ici, c'est que au moment de la guerre froide, au moment où c'était le plus tendu, à la fin de la période brejnevienne, pendant, la guerre en Afghanistan, malgré le soutien américain aux Moudjahidines et la volonté de détruire l'URSS, malgré l'URSS et sa volonté, de propager, le communisme à travers le monde, il y avait 10 fois plus de canaux de discussion à tous les niveaux qu'aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui doit être rétabli pour la paix dans le monde, même si les pays sont adversaires. Voilà, donc ça c'est une première chose, c'est très, très bien. Alors, ça a provoqué l'agacement de tous les va-t-en-guerre les plus cinglés qu'on ait ici en Europe. Olaf Scholz déjà avait été critiqué. À l'époque, on se souvient, le trop petit tour de canard dans la mare d'Emmanuel Macron avait été critiqué, mais il avait eu le mérite de le faire en allant à Moscou parler avec Poutine. Olaf Scholz a eu le mérite d'appeler Poutine pour la bonne et simple raison qu'il n'y aura jamais d'architecture de sécurité en Europe et de stabilité s'il n'y a pas un accord avec la Russie. C'est un truisme de la géopolitique, c'est un truisme par rapport aux événements tragiques de l'histoire du 19e, du 20e et du début du 21e siècle. Donc ça, c'est très très bien. Ce qu'elle a dit aussi, la deuxième chose que ça dit, c'est que eh ben, les Ukrainiens vont être sacrifiés. Heu et heu heu et avec eux, les intérêts européens. Car sortant dans cette réunion, alors on a une préparation de la ligne de front sur les Russes, la position des Russes et qu'est-ce qu'ils comptent faire, donc je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant, mais il sort de cette première discussion que c'est déjà clair, l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. Pire, Donald Trump dit, «Bon les Ukrainiens, pourront être russes, pourront être ukrainiens, on verra bien». Donc c'est fini. Ça veut dire que c'est fini. C'est pour ça que c'était aussi amusant de regarder LCI hier soir. Madame Samantha de Bandern était complètement outrée. Ben oui, c'est fini, c'est fini. Et ils ont été sacrifiés, puisque la guerre en Ukraine a commencé, parce que certains voulaient absolument faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Donc ça ne sera pas. Et maintenant, la question est, et on a compris, dernière chose, on a compris sur ce coup de téléphone, ce dont nous avons parlé ici, c'est que ce ne va pas être une négociation pour régler la question en Ukraine. C'est un appel global, enfin, c'est un coup de fil qui initie une discussion globale, mondiale, de zone d'influence,
de frontières de l'OTAN, de position du dollar, de relations avec les BRICS, de solutions au Moyen-Orient, de la position entre Israël et l'Iran. Ça va être très très long et je pense que les deux, en tout cas le Kremlin et Washington, visent à une solution globale. Mais alors, genre justement, c'est J.D. Vance qui a dit aussi, très clairement, qu'il fallait que l'Ukraine rembourse. Ce qui est assez indécent quand on voit l'état dans lequel le pays est économiquement et qu'en gros, s'ils n'avaient pas les moyens de rembourser, ils allaient devoir donner des choses, en particulier les terres rares. Or, ce Oui, qui est c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que Bessent y va également pour négocier cela. Alors c'est de la politique intérieure, hein. Donald Trump dit: «Mais regardez, c'est des dépensiers, ils ont dépensé plein d'argent du contribuable américain pour une guerre qui n'a aucun intérêt pour nous. Alors c'est les Européens qui auraient dû payer, heu, gave us the money back». Voilà, ramenez-nous l'argent. Bon, ça va être son mantra. Alors évidemment qu'il sait que c'est complètement absurde et que c'est faux et que 60 à 65 de l'argent n'a jamais quitté les États-Unis, est retourné immédiatement auprès du complexe militaro-industriel, mais ils vont arracher tout ce qu'ils peuvent arracher au détriment des Ukrainiens et des Européens. C'est la marque de fabrique de Donald Trump et il le fait dans l'intérêt des États-Unis. Si nous étions américains, eh ben, on ne le blâmerait pas. Donc il va vendre du gaz GNL aux Ukrainiens. C'est génial. Les Ukrainiens qui avaient accès directement au gaz russe, ils sont déjà en train de vendre du GNL américain et il va jouer la carte de vous devez nous rembourser. Mais il n'a pas complètement tort, car les masses colossales d'argent versées à l'Ukraine ne sont pas des dons, contrairement à ce qu'on fait croire à certains occidentaux. Il y a très peu de dons, à peine 10% de toutes les sommes versées. Le reste, ce sont des prêts. Donc l'État ukrainien, qui a déjà perdu 50% de sa capacité de PIB avec ce qui a déjà été perdu à l'Est, puisque ce sont les terres les plus riches, où il y a plus de mines, où il y a le plus d'industrie. Bon, 50% déjà, ça ne sera jamais payable. Washington le sait très bien, donc Washington va se payer sur la bête blessée, en train de mourir, l'Ukraine, tant que c'est possible. mmh, Et il mais fera payer le reste de la facture aux Européens, qui c'est le paieront parce que ce sont des petits caniches. tout à fait, parce qu'en fait, c'est ça, l'enjeu. C'est que les Ukrainiens ne pouvant pas payer, bah, il va se retourner vers nous, et nous, on va devoir payer pour, les Ukrainiens, pour la merde que les Américains ont fait. Mais cette logique grotesque me fait penser à la facture que Donald Trump a envoyée aux talibans pour le matériel militaire, qui était aussi, grotesque. C'est grotesque. Mais ça sert à la politique intérieure des États-Unis. C'est que les Américains ayant abandonné, pour ceux qui ne sont pas au courant, beaucoup de matériel, en Afghanistan parce que ça coûte plus cher de le ramener que de le laisser sur place. Surtout que pour le ramener, c'est plus facile de le ramener par voie terrestre. Or, avec la guerre en Ukraine, beh, ils peuvent plus passer par la Russie. Donc, quand même compliqué de faire des convois. Et donc voilà, ils ont abandonné beaucoup de matériel et donc se sont dit: «On va envoyer, la facture aux talibans». Je ne sais pas ce que les talibans ont répondu, mais ce qui est sûr, c'est que je pense pas que les talibans aient une velléité quelconque à payer Donald Trump. Mais ils paieront rien du tout, et tout le monde le sait très bien. Il y a, Loran qui écrit: «Pour moi, la Russie va prendre son temps pour négocier, elle a plus intérêt à faire traîner les négociations. Pour l'instant, sur le terrain, elle progresse». Oui, c'est clair, d'autant plus que on reviendra dessus, les États-Unis, les Russes n'ont aucune confiance, aux Occidentaux et c'est bien Donald Trump qui a cassé les premiers accords Europe, Russie sur le gaz et qui a, armé le plus l'Ukraine. Ils sont tout à fait sceptiques. Heu, il y a Fifi qui nous écrit, «L'Ukraine est un bâton merdeux, après la guerre, on va avoir un droit au grand banditisme en France». Ah oui, on va avoir un vrai problème, c'est-à-dire des centaines de milliers d'hommes, qui ont été formés. Beaucoup vont avoir des souffrances psychologiques, beaucoup vont avoir l'amertume de la défaite, du sacrifice de leurs amis, de leur jeunesse, en tout cas d'un morceau de leur vie, peut-être de leur vie familiale, pour une défaite. Hem, un pays ruiné, aucun avenir à part, l'immigration. Parmi eux, il y a des éléments ultranationalistes très, très, très énervés,
Donc on a un cocktail idéal type, ce qui s'est passé, en Allemagne après 1918, avec la constitution des Freikorps, les corps francs. Donc ces soldats, dégoûtés, perdus et qui avaient fait, 1-2-3-4 ans de guerre, pour rien, pour voir leur pays, ruiné. Donc ouais, on a un cocktail très, très explosif, très mauvais pour l'Europe et évidemment énormément d'armes qui circulent, donc ça va coûter cher aux Européens. Tout à fait. Alors, on sait aussi, puisque tu parlais de cet argent Donc envoyé. Galicie nous dit: «Tu vois, tueur à gages ukrainien pour le crime organisé, il y en a déjà» ou Marco, «Comme après l'ex-Yougoslavie». Eh ben oui. Mmh, tout à fait. La Heu, légion étrangère va être ukrainienne, par exemple. Ça a toujours été comme ça dans toutes les guerres. Après la deuxième guerre mondiale, la légion étrangère était très, 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 largement composée de soldats allemands. D'ailleurs, c'est toi qui avais révélé, il y a pas si longtemps ça, justement, certains chants très suspects de la Légion étrangère. Donc, qui étaient directement, des chants de la Wehrmacht, si je ne me trompe pas, adaptés en français. Ouais, ouais, tu au-delà, c'est la chambre de la SS. Oui, voilà. Et puis voilà, donc c'était, et donc on était très surpris que ça ne choque personne. Hem, Justement, on parlait d'argent envoyé et tout ça, résonne par rapport à donc ce sujet qui est alors, je pense que justement, chaque président français a dû mandater McKinsey pour trouver, un adjectif pour remplacer celui de son prédécesseur. Donc Nicolas Sarkozy voulait une république irréprochable. Bon, entre la Libye et tout l'argent, que on va dire, donné aux copains, ah c'est et effectivement, c'était irréprochable pour les poches de ses amis. François Hollande voulait une république exemplaire. Bon, je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il ait bien réussi, surtout que c'est quand même grâce à lui que Emmanuel Macron arrive au pouvoir et Emmanuel Macron voulait une république irréprochable et au final, il nomme Richard Ferrand, le très propre sur lui Richard Ferrand, digne d'un moine bouddhiste de telle, abnégation et d'honnêteté au conseil constitutionnel, c'est ça? Si je me trompe pas? Et donc, qu'est-ce que toi tu as à dire là-dessus, Georges, sur cet état de déliquescence complet de notre État où, on veut, on dit qu'on lutte contre la corruption, mais au final elle est partout et rien ne bouge? Bah oui, Adrien a raison, on pourrait inviter Pasco, qu'il en parle puisqu'il est membre d'Anticor. On a, oui, on a un et enfin, on a un succès enfin. On a eu récemment le succès d'avoir l'homme le plus riche, sur terre, François, Bernard Arnault et la femme la plus chère, la plus riche de France, madame, de pardon, et la femme la plus riche au monde, madame Bettencourt. Ça a duré quelque temps, donc on avait un record. On a, le pays où, le nombre de millionnaires et la fortune des millionnaires comme des millionnaires milliardaires s'accroît le plus rapidement au monde. Ça c'est pour, l'impôt, hein, parce que l'impôt, touche, très fortement les petits patrons, les petits artisans, les classes moyennes, mais, ça arrive pas au sommet de la cordée. Visiblement, le haut de la cordée n'est pas touché par l'impôt et il s'accumule des fortunes colossales qui, permettent, que la corruption se répande. Et là, nous avons un nouveau record. Nous grimpons dans, les pays, dans le ranking des pays, les plus, corrompus. Donc la France est à la 25e position, ce qui est assez catastrophique quand on voit les pays qui sont devant nous et pour un pays, occidental. Donc on a un problème profond de corruption dans notre pays. C'est un sujet absolument central. Ça grève notre économie, ça grève toute possibilité de souveraineté, et ça augure d'un avenir très, très mauvais. Parce que quand la corruption gagne à ce point, c'est en même temps un symptôme profond de déliquescence du pays
et en même temps un aggravateur de cette déliquescence. Alors ça me permet, de vous annoncer qu'une des nouvelles émissions régulières qui sera, mise en place sur Fréquence Populaire va concerner spécifiquement la corruption sur laquelle nous allons, heu, mettre, heu, poser notre regard, et faire des focus sur des sujets spécifiques et ce sera, Pedro qui organisera et animera cette émission de tracking de la corruption en France. Et vu ces résultats-là, eh bien, on a de quoi, on a de quoi faire, je crois, de très, très nombreuses émissions. Alors, Alors, si je peux me permettre, justement parce que tu parlais de corruption en France, mais parce que ça me permet de faire un peu de teasing sur la vidéo de Todd. En écoutant la vidéo de Todd, je me rends compte, parce que je m'étais pas, rendu compte de ça avant, que le mieux placé en Allemagne est un ancien de BlackRock et la chef de file de l'AfD est une ancienne de Goldman Sachs. Donc on peut dire que les leaders politiques en Allemagne, ils sont pas beaucoup mieux lotis parce qu'à mon avis, Larry heu Fink avait été un des premiers accueillis à l'Élysée en 2017 par Larry Fink, le patron, le PDG de BlackRock, par Emmanuel Macron. Et BlackRock avait félicité Emmanuel Macron pour la réforme des retraites. Ils avaient fait une note sur le budget de l'État. Donc là, on est au-delà de McKinsey, hein. McKinsey, c'est des petits soldats de multinationales géantes comme BlackRock. Bon. Là, on est plug, baby plug, hein, comme l'a dit Emmanuel Macron. Lui, il est bien plugué dans les intérêts de BlackRock, euh, entre autres. Et Richard Ferrand, ah, quand même, nommer Richard Ferrand au conseil, à la tête du Conseil constitutionnel, c'est le délire total. Alors d'abord, il n'est pas juriste du tout, il n'a aucun rapport avec la question juridique. Ça rappelle un des grands problèmes de notre pays. Aux États-Unis, il y a une sorte de cour de conseil constitutionnel. Ce sont les juges de la Cour suprême. Ce sont tous des juristes émérites. Ils peuvent être de gauche, peuvent être de droite, mais sont tous des juristes émérites. Il y a une profession de juriste. La, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en Allemagne, qui défend les intérêts, elle, de la France, eh bien, c'est composé de juristes, pas de politicards qui sont placés là pour bon service ou pour service à venir. On apprend que Ferrand, alors il teste, euh, souhaiterait un troisième mandat pour Emmanuel Macron. Ouais, ça serait magnifique pour notre pays. Bon, ça semble compliqué vu qu'il faut les 2 tiers du Parlement, c'est-à-dire et du Sénat et de l'Assemblée nationale pour modifier la Constitution de la France, pour que ça aille dans ce sens-là, peu probable. Mais néanmoins, ça montre l'orientation générale de ce qu'est la Macronie. Et en plus, au Conseil constitutionnel, Monsieur Ferrand siégera à côté de la juge qui a dépaysé son affaire, afin que, en fait, il ne soit pas jugé parce que Monsieur Ferrand était poursuivi pour des faits graves de corruption. Heu, il ne sera pas poursuivi pour ces faits graves. Enfin, c'est pas que ça il ne sera pas poursuivi, c'est que l'affaire a été, enterrée car les délais ont été dépassés et les délais ont été dépassés parce que son affaire a été dépaysée, c'est-à-dire changée. On l'a changée de cour où ça devait être jugé. Bon, là, on a un exemple de corruption extraordinaire. Et puis, on a Monsieur Colère. On a Monsieur Colère qui est l'âme damnée, l'homme de l'ombre d'Emmanuel Macron. C'est le secrétaire général de l'Élysée, après avoir été son premier conseiller en tant que ministre de l'économie sous François Hollande. Il avait été aussi de Monsieur Moscovici, qui a été nommé par Emmanuel Macron à la tête de la Cour des comptes. Donc, vraiment, c'est le copinage. Bon, on sait qu'il y a plusieurs affaires de soupçons de corruption euh, qui tournent autour de M. Colère, en particulier sur la compagnie navale MSC. Euh, et
La commission d'enquête, de l'Assemblée nationale a souhaité l'interroger sur la dérive des comptes publics. Normal, non? Mais vous savez quoi? Il a dit: non, j'irai pas, je ça ne m'intéresse pas» et on apprend qu'il est en train de viser l'accès, à un haut rang dans une banque privée. Ce qui, pareillement, devrait être totalement interdit. Il vient de passer 10 ans au sommet du pouvoir en France, il sait tout, il connaît tout, il sait où vont aller les investissements, il va vendre son carnet d'adresses et la France. La corruption est généralisée et totale et avant de donner des conseils à d'autres pays, en particulier africains, il va falloir nettoyer chez nous et ça va prendre beaucoup de temps. Mais Georges, je pense que, tu vois, tu as peut-être la mémoire courte, mais il faut pas oublier que au Conseil constitutionnel, alors il y a des membres de droit, genre Nicolas Sarkozy sous bracelet électronique, heu, mais surtout, bah, Roland Dumas a été, en 95 de 95 à 2000, président du Conseil constitutionnel. Il était impliqué dans l'affaire Elf est condamné pour recel d'abus de biens sociaux, même s'il a été acquitté par la suite. Tu as Laurent Fabius qui était depuis 10 ans président du Conseil constitutionnel et de mon souvenir, même s'il a été acquitté et cetera, il était quand même impliqué jusqu'au cou dans l'affaire du sang contaminé. Donc nommer des gens à la morale pas du tout, irréprochable à la tête du Conseil constitutionnel, ça devient une tradition française. D'autant que le Conseil constitutionnel devient un problème. C'est-à-dire qu'il va falloir une très grosse réforme constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel, parce qu'il est fait de petits copains politiciens, pas de juristes, parce qu'il sert d'abord des intérêts économiques et des intérêts politiques et les intérêts de la fédéralisation de l'Union européenne. Monsieur Moscovici avait été euh, commissaire européen. Eh bien, nous avons des gens qui ont un pouvoir, un super pouvoir, qui va même au-delà de l'interprétation de la Constitution, de bloquer toute réforme qui irait à l'encontre du pouvoir de l'argent dans notre pays, des combines politicardes et de la fédéralisation européenne. Donc en fait, il faut une réforme et le seul moyen de passer par-dessus le Conseil constitutionnel, qui bloque déjà quasiment toute réforme intéressante, mais qui bloquerait évidemment euh, des gens qui défendraient ce que nous défendons, eh bien, le seul moyen de passer par-dessus, c'est le référendum. Alors, je vois que certains, dans les commentaires parlent justement des lois sur les casiers, judiciaires vierges et cetera. Il faut faire très attention à ce type de loi. Parce que le risque, c'est qu'après, il y a un lawfare contre certains opposants politiques pour trouver n'importe quelle excuse bidon pour les faire condamner, pour les empêcher de se présenter. Donc ça paraît une bonne idée, c'est un peu comme toutes les lois sur la transparence. Par exemple, la loi, sur la transparence des parrainages à l'élection, présidentielle ou même la transparence, de qui étaient les banques des partis politiques et ben, ça a eu un effet antidémocratique. C'est-à-dire que là où ça devait favoriser, la démocratie, paradoxalement, ça a fait le contraire. Dans le cas des parrainages, c'est très net, ça a complexifié tout et dans le cas, par exemple, des banques, bah, les banques ont arrêté Non, de ce n'est d'ouvrir je des me permets, Pedro, ce n'est pas paradoxal du tout. oui. Il y a rien de paradoxal, Non, mais c'est paradoxal parce que les gens pensent que plus c'est de transparence voulu. Non, ouais, non, mais ils pensent que plus de transparence, ça va créer forcément plus de démocratie. C'est dangereux, en fait. C'est c'est une illusion de le croire et que paradoxalement, ça arrange certains parce que ça met en péril d'autres et en particulier, on l'a vu, pour plein de raisons où on demande plein de choses, ça peut être utilisé comme une arme à double tranchant. Donc la transparence et les casiers judiciaires, vierges, c'est très bien quand on a une justice indépendante qui marche. Sinon, c'est risqué. Heu, est-ce que alors, je crois Tristan qui avait un sujet, mais je vois que Bastien est arrivé. Donc Bastien Gouly qui va nous présenter son on va voir livre. ça. J'aurais vraiment, vraiment voulu dire un mot sur, ce qui se passe en Grèce, parce que c'est Ah extrêmement oui, intéressant et qu'on va y faire un reportage. tout On vous à fait. Bah, l'annonce, on va alors aller en Grèce, interroger quelqu'un de très intéressant.
Donc vas-y, je sais que ton amour, pour, la Grèce et Sparte est indéfectible, donc je ne pourrais pas t'empêcher de parler. Non, mais j'ai un grand amour pour la Grèce, son histoire. Nous s nos racines sont gréco-romaines, heu, avant même que d'être judéo-chrétiennes et très largement. C'est un pays fantastique, ce sont des gens incroyables, les Grecs. Et ils ont subi, la violence, de la Commission européenne, la violence de la Banque centrale, la violence du FMI, sous la forme de ce qu'on appelait la troïka, la réunion des 3 dans cet Eurogroupe en 2015 qui les a forcés à avaler des couleuvres et à ravager leur pays. Heu et puis il y a eu la trahison de Syriza qui avait signé, le mémorandum, heu, de colonisation, hein, il n'y a pas d'autre mot, de la Grèce, par Bruxelles. La négation du politique, la négation du peuple, puisque il y avait eu un référendum là-bas aussi en juillet 2015, alors que les Grecs comprenaient très bien quelles étaient les menaces qui étaient faites par l'Union européenne. Ils voulaient leur souveraineté, ils voulaient leur indépendance, ils voulaient une solution grecque. Ils ont voté à 65% quand même. Voilà, les deux tiers des Grecs, avec une très forte participation. Et on leur a roulé dessus, on s'est moqué d'eux. Voilà. Puis on parle très peu de la Grèce, c'est assez intéressant. Je pense que c'est les raisons pour lesquelles on parle peu de la Grèce sont celles que j'ai évoquées. Heu, enfin, il y a en Grèce une personnalité que j'admire, je crois que c'est une des personnes, les responsables politiques les plus intéressants en Europe et c'est une femme, c'est Zoé Constantopoulou, avec qui nous avons eu l'occasion de travailler, qui est une amie, qui avait été une des appelantes au plan B en Europe, à l'époque où, la France insoumise n'avait pas déraillé. Or là, il y a eu l'élection du président, par le parlement, grec, par l'Assemblée nationale grecque, qui s'appelle la Vouli, que Zoé Constantopoulou avait présidé il y a, en 2015 et dans Et l'élection s'est très, très mal passée. Le président, qui est plutôt un président consensus, donc le parti au pouvoir, en général, cherche un candidat de compromis, avec les forces d'opposition. Mais cela, ça n'a pas été le cas. C'est quelqu'un, qui est très proche de la nouvelle démocratie, qui a le pouvoir et résultat, il a été très, très mal élu par seulement 160 députés sur 300. Sachant que, en plus, le pays est traversé par une énorme colère sur lequel nous allons aller faire un reportage pour vous, qui concerne la catastrophe ferroviaire de Tempi. On en avait parlé ici, il y avait eu 57 morts parce que tout avait été privatisé justement, par gabegie, il n'y a plus de contrôle sur rien. Or, il y a là récemment, on a appris que le pouvoir en place avait camouflé sa responsabilité, dans cette, situation, heu, dans cette tragédie, pardon. Et bien, ça fait qu'il y a la percée de 2 nouveaux partis. Alors c'est dans les sondages, hein, pour les élections à venir, dont les sondages, en particulier, Cap sur la liberté de Zoé Constantopoulou, qui elle, en 2015, avait dit: «Non, Tsipras a trahi, Syriza a trahi, il faut suivre le peuple». C'est la seule des dirigeantes d'alors qui pouvait se promener dans le pays. Alors je m'excuse, j'ai un petit problème, sinon tout va sauter. Voilà, c'est la seule dirigeante qui pouvait se promener à Athènes sans être insultée par la population et au contraire qui l'a félicité pour son courage. Hem, heu Heu et depuis, Syriza s'effondre, là, dans les sondages, elle est à moins de 6, mais par contre, Cap sur la liberté de Zoé Constantopoulou est à 10 des suffrages et elle s'était bagarrée, elle avait réussi à faire 3,4 aux européennes, ce qui lui a permis d'envoyer, au moins un député, là-bas. Donc elle a très, très bien réussi. Alors le système électoral est beaucoup plus intéressant pour les petits partis, en Grèce, mais c'est une formidable battante, c'est une vraie vraiment quelqu'un qui est attaché à la démocratie, et au respect des peuples en Europe, tout en étant, de gauche. C'est un peu comme Sarah Wagenknecht, en Allemagne. Donc voilà, je voulais les Alors j'ai mis saluer le graphe, spécialement. Je voulais j'ai mis le spécialement les saluer. mmh. Voilà, bon, c'est en grec, hein, j'ai envoyé ça. Alors, le ça, c'est Syriza, Ouais, donc c'est sérieux.
Ici, c'est le PASOK, donc C'est le PASOK qui baisse aussi. Le PASOK, c'est l'ancien parti c'est ça, socialiste, l'équivalent de voilà, de notre tout à parti fait. socialiste. À gauche, Heu, la Nouvelle Démocratie, c'est la droite, c'est 26,9%, alors qu'ils sont très, très forts. C'est ceux qui sont au pouvoir, Tout à fait. c'est le parti de droite, centre droit, mais qui est en train de s'effondrer aussi, parce que c'est un niveau très bas. Mmh. Alors le Alors je KKE qui est à 9%, c'est les communistes, mais version Stahl. Ils sont très amusants, ils sont très, très, très rigides, voilà, et ils ne bougent pas, ils font 8-9% toujours à toutes les élections. Ils ont un électorat extrêmement stable. ça, c'est Elini quelque chose, Elinic, je ne sais pas quel est ce parti, voilà. Mais effectivement, il doit y avoir Aube dorée quelque part, mais je ne sais pas non plus, j'interprète le grec phonétiquement grâce à ma connaissance du cyrillique, mais je ne parle pas le grec. Voilà, enfin bref, c'était pour, faire un clin d'œil sur ce qui se passe en Grèce, hem et ben, la percée de notre ami Zoé Constantopoulou que nous irons voir bientôt à Athènes. Merci, Georges. Je crois, alors est-ce que Tristan avait il parce qu'il nous a dit qu'on était trop parisiano-centré et que, on ne respecte pas, alors il m'a interdit d'employer le mot provincial. Il a dit: «La province n'est Athènes, pas». c'est à Paris? Je savais pas que c'était à Paris, Athènes, moi. Tu vois, il dit que on est méprisant parce que, alors moi je lui ai dit: «Oui, mais Paris est une ville qui a 2 couronnes, la petite et la grande couronne». Donc tu vois, c'est ça veut dire que c'est une ville qui rayonne. Mais Tristan qui mange des chocolatines n'est pas d'accord avec moi et il avait un sujet d'Occitanie, tu vois, qu'il voulait, évoquer. Non, bah, Vas-y. après j'en avais plusieurs, mais si vous voulez parler directement de ce qui se passe en Occitanie, on a, le département qui est à feu et à sang depuis déjà quelques semaines et ça continue. Le président du département, Sébastien Vincini, PS, supprime 500 postes dans les employés, départementaux, c'est-à-dire les gens qui s'occupent des enfants dans les collèges, dans la voirie, dans l'accompagnement, scolaire et en plus des CDD. Donc ils sont en grève depuis des semaines. Hop, tuc, 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 tuc. Et si je peux vous l'afficher directement, on a tous les syndicats, donc c'est rare qu'on ait autant une intersyndicale qui se mobilise. Tuc, tuc, tuc. Voilà, donc même des petites organisations qui viennent en aide aux gens dans Toulouse, qui dépendent des finances du département, se retrouvent complètement coupées. Les maisons de santé des personnes à la rue, pareil. Tout ça parce que Macron a décidé de réduire le budget alloué aux collectivités territoriales. Les collectivités territoriales se retrouvent à faire des économies sur à peu près tout, dont majoritairement le social et l'éducation. Voilà, c'était le petit sujet hors Paris. C'est une blague de Pedro. Je lag. Ouais, Aïe aïe aïe. c'est pas, que du hors Paris, alors déjà, ce truc des régions, et du conflit avec Paris, c'est très agaçant parce qu'elle nous fera remarquer que 80 des Parisiens, enfin des gens qui autour viennent d'une région sont extrêmement fiers. Je sais pas, une sorte de magie, quelqu'un qui vient de Toulouse, il passe le périphérique: «Oh, bah, c'est un Parisien, connard de Parisien». Bon, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, ceci étant dit, ce dont Tristan parle, c'est la triste réalité, désolé le petit jeu de mots Tristan, c'est la triste réalité, de ce qui se passe dans notre pays, c'est, la les coupes claires dans tous, les, budgets sociaux. Ça va être très, très sévère vu de facto la crise de la dette dans laquelle nous sommes, et l'impossibilité de continuer à fonctionner, pour notre pays dans les conditions dans lesquelles les ont mis les macronistes, entre autres, et ceux qui étaient là pendant 20 ans. C'est-à-dire un pays en déficit, désindustrialisé et qui n'a pas, pour le moment, les capacités, de réagir. Voilà, et donc c'est intéressant que tu parles de ça après la Grèce parce que, on suit petit à petit le chemin de la Grèce. Tout va être sabordé. Tous les services publics, qu'ils soient nationaux ou régionaux, sont attaqués. Et l'Occitanie, eh bien, ne diffère pas du reste de la France, malheureusement, dans ce domaine. Bon, on va pas faire attendre Bastien Gouli plus longtemps, mais je sais pas si tu as vu passer le montant de chiffre d'affaires maximum des auto-entrepreneurs et des petits artisans qui a baissé.
et donc le fait que le travail au noir va continuer de prendre de l'ampleur et il me semble que c'était un des sujets principaux, en Grèce, des raisons de l'austérité. Le fait que, les gens ne payaient plus l'impôt ou beaucoup moins et donc ils ont utilisé ça comme argument pour privatiser à fond. Exactement, argument, mais d'ailleurs, complètement factice, hein. Ouais, on a dépeint des Grecs comme une sorte de gros feignants, qui boivent de l'ouzo, et des olives toute la journée en faisant la sieste, qui ne payent pas d'impôts, tout ça, ils fraudent. Bon, il faut savoir que la moitié de la dette grecque est détenue par des Grecs, pas ceux dont on parle, mais des très, très riches qui sont autour du lac Léman, en Suisse, qui eux ne payent pas d'impôts, les armateurs ne payent pas d'impôts, l'église grecque ne paye pas d'impôts. Et les Grecs payent des impôts, mais quand le pays s'effondre, on survit et donc beaucoup de blacks. Euh, et ça aussi, c'est un symptôme de l'effondrement d'un pays. Donc, c'est pas étonnant que ça émerge, comme tu le décris, dans ton coin.